Bonjour. Bonjour. Alors, tu veux nous raconter une petite aventure d'Henri de Montfred? On peut, hein, il y a des... C'est pour dire la façon dont il voit les choses. Par exemple, quand il avait un certain âge, il s'est retiré du Harar où il était, au Kenya. Et là, il a fait la connaissance de Karambo, de personnages qui ont été à un moment donné à l'origine de la comment est-ce qu'on peut dire, la révolution du Kenya qui a viré en quelque sorte les Anglais là-bas. Où il y avait Kenyatta qui est venu, qui a utilisé les pouvoirs magiques contre la sorcellerie blanche, il a utilisé la sorcellerie noire dans le sens de la couleur de la race. Et lui, il a vécu ce démarrage là-bas avec cette atmosphère qu'il pouvait y avoir. Mais ce qui est surtout intéressant, par exemple, une petite anecdote qui lui est arrivée, à un moment donné, il est parti avec des chasseurs là-bas, qui allaient, je ne sais pas quoi, chasser l'éléphant. Bon, lui, il n'allait pas chasser l'éléphant, ça ne l'intéressait pas. Mais il est allé avec eux, parce que c'est un aventurier, alors il est allé là-bas. Et à un moment donné, les chasseurs sont partis, il a entendu tirer, etc. Lui, il était avec sa camionnette là-bas, il est resté dans un endroit tranquille, avec un de ses serviteurs qui est tout de suite devenu un de ses fidèles compagnons. Et à un moment donné, il a entendu des coups de feu, puis ils sont partis à pied voir ce qui se passait. Et il a entendu déambuler les éléphants qui arrivaient là, au grand galop. Et un éléphant, quand il est dans cet état de peur parce qu'il est chassé, il devient dangereux. C'est un personnage qui devient très très dangereux. Et là, ils se sont dit qu'il fallait se cacher, vite fait, et en se mettant à l'abri des possibilités de cet animal de pouvoir les sentir parce qu'ils ont du flair. Et ils ont réussi à passer à côté, donc les éléphants ont passé pas loin sans les voir. Et il y avait là-dedans une femelle éléphant qui était blessée. Il l'a vue, et ce qu'il a vu aussi, c'est que cette femelle, elle avait un petit qu'elle portait avec elle, et qu'à un moment donné, elle s'est mise à côté d'une autre femelle, et elle lui a donné son petit. Donc ces animaux, eux, voilà comment ils pratiquent. Elle s'est sentie mal et prête peut-être de mourir, ou elle s'écarte du troupeau, donc elle n'encouble pas le troupeau, et elle donne son petit à une autre femelle qui, elle, l'adopte directement et qui agit directement comme une mère. Bon, et elle est partie. Là, mon Fred, il lui a couru après, il voulait savoir où elle allait, ce qui se passait. Il cherchait où était, puisqu'elle était dans cette position-là, et que c'était une position de vraiment quelqu'un qui allait partir vers la mort. Il a pensé, lui, en tant qu'aventurier, il voulait trouver où était le cimetière des éléphants. Il y a assez eu de légendes là-dessus, non? On est d'accord? Ouais, ouais. Et ils ont couru après cet animal, ils ont suivi à la trace. À un moment donné, il y a son ami là qui lui dit mais elle a parce qu'il a vu qu'elle avait fait ses besoins en cours de route. Ça voulait dire donc qu'elle n'était pas atteinte de telle façon. Parce qu'ils savent, un animal, quand il a pris une balle, je ne sais pas où, ça va plus là, il y a quelque chose qui va plus. Bref, elle n'avait pas l'air, finalement, elle avait l'air blessée, mais elle n'avait pas l'air d'être atteinte mortellement, d'après ce qu'il avait pu voir à travers ça.
Bon, ils ont couru après, ils ont couru, ils ont passé à travers des coins vraisemblables, et ils sont arrivés tout d'un coup, cette femelle éléphant avait voulu grimper une espèce de falaise, et elle a glissé, et elle s'est entravée dans des troncs d'arbres, elle était coincée là, elle ne pouvait plus sortir. Puis eux, ils sont arrivés tout près. Ils étaient armés, donc voilà, mais c'est dangereux d'un éléphant dans ces conditions-là. Et ils ont vu qu'il était coincé, donc ils se sont approchés. Et en s'approchant, cet animal, bien sûr, était sur la défensive, mais mon frère s'est approché doucement, tranquillement. Il a cueilli même de l'herbe pour la lui donner. Elle l'a senti, cette herbe. Elle n'en a pas mangé, mais elle l'a senti, cette herbe. Bon. Et à un moment donné, il est arrivé les hyènes. Parce qu'ils sentent un animal blessé, les hyènes arrivent, que ce soit un éléphant ou n'importe qui. Hein. Et là, mon frère, il a flingué une ou deux de ces hyènes, il a tiré pour les faire partir, puis il en a tué en tout cas une. Bref, elles sont toutes parties au grand galop. Et à un moment donné, il a entendu le barrissement des éléphants plus loin, très loin. Et la femelle a répondu. Il a dit là, il faut qu'on s'en aille, parce qu'ils vont arriver, et puis il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un au milieu du trajet. Donc ils sont partis, pour ne pas se faire remarquer, parce qu'ils ont un flair, pas possible, ils ont traîné cette hyène avec eux, qui sent la charogne, sur leur chemin, de manière à ce qu'il y ait cette odeur de hyène qui fasse distraction de toutes les autres odeurs. Et finalement, ils se sont fait prendre évidemment par la nuit, ils ont dormi là-bas dans la forêt, il leur est arrivé encore des aventures, ils ont trouvé du miel, parce qu'il y a des abeilles des abeilles sauvages qui font du miel dans les arbres, il faut faire très attention parce qu'elles sont hyper dangereuses, enfin bref, c'est toute une aventure. Et ils ont réussi, il fallait faire le maximum d'avance pour ne pas se retrouver au milieu des pattes du troupeau. Ils ont réussi à s'en aller, bref. Cette affaire a été finie, il a fait tout ça, il n'a pas retrouvé le cimetière d'éléphants, bref. Il est rentré chez lui. Bien longtemps après, j'entends bien quelques temps après, des mois après, il va chercher je ne sais quoi, loin de sa maison, là, et il allait souvent en vélo, il avait un vélo. Et quand il allait en vélo, il prenait une piste qui était beaucoup moins facile pour les voitures, mais qui était plus courte. Alors il prend son vélo, il va chercher, je ne sais pas, je ne me rappelle plus ce que c'est. Et il revient, et à un moment donné, il fait une chute, et il se casse le col du fémur. Ce qui veut dire qu'il se retrouve dans une situation de précarité totale. Il est là par terre, avec le col du fémur cassé, et il est à mi-distance entre sa maison et le lieu où il était allé. Et puis bon, ça va, pour l'instant, c'est 2 ou 3 heures de l'après-midi, mais si la nuit tombe, il est foutu, parce qu'il y a les hyènes, il y a tout qui viennent et qui vont l'avoir. Et comme il n'y a personne qui passe en général par là, sauf des fois il y a le facteur qui passe. Normalement, il passe par là à cheval, mais c'est le seul. Bon. Et à un moment donné, il était censé avoir passé. Donc, il était mal pris, donc il réfléchit comment faire. Et tout d'un coup, il entend les éléphants qui arrivent de nouveau. Alors là, il se dit, là, c'est bien le donne. Il va se cacher le mieux qu'il peut, mais il n'y croit plus parce qu'il sait qu'ils ont une odeur, un flair qui est extraordinaire. Donc, il sait que s'il y a le moindre vent qui leur apporte cette odeur, il s'en est fini de lui. Surtout qu'ils n'étaient pas de très bonne humeur, vu qu'ils ont souvent mal à partir avec les hommes, ça n'allait pas. Donc ils savaient que pour lui, l'affaire était, disons, ça devenait vraiment dangereux. Bon, il s'est caché dans un taillis,
Et à un moment donné, ces éléphants sont arrivés, ils ont reniflé son vélo, ils ont commencé à piétiner, à le démolir. Et puis il y a tout d'un coin de ces éléphants qui se détachent un peu du troupeau, puis qui commencent à humer l'air, et qui le repèrent. Donc il va cet éléphant s'approche de l'endroit où il y avait mon frère, et il le sent. La trompe arrive tout près, et lui il reconnaît cette femelle éléphant qui avait été coincée là, qui avait été blessée. Et bien, cette femelle éléphant, elle est repartie en arrière, elle a poussé le troupeau plus loin, et elle a laissé mon frère tranquille. Ouais, incroyable. Voilà. Mais moi, je ne trouve pas incroyable parce que je connais bien les éléphants. Et c'est tout à fait dans leur C'est ton totem, l'éléphant. Tout à fait, oui. Alors, c'est vraiment dans leur disposition, ça. Ah oui, d'accord. Et ensuite de ça, et ça n'empêchait pas qu'il était toujours mal barré, dans le sens que la nuit allait bientôt tomber, et il y a les hyènes, et puis les hyènes, elles ne vont pas lui faire de cadeaux. Et tout d'un coup, il y a un cheval qui arrive au grand galop, sans cavalier, qui passe devant lui tout droit. C'est le cheval du facteur en question, et qui partait, qui l'a même pas, lui, le cheval ne l'a pas vu. Il est parti tout droit. Mais ce cheval, il est allé dans un emplacement où il y avait du monde. Quand ils ont vu arriver ce cheval, sans personne, sans cavalier, ils se sont dit qu'il y a dû y avoir quelque chose qui s'est produit. Et effectivement, le facteur, son cheval a foutu le camp. C'est qu'il peut être tombé en route, etc. Donc ils sont partis, ils sont partis toute une équipe à chercher à voir ce qui était arrivé à ce bonhomme. Ah oui, d'accord. Et ils sont tombés sur mon frère. Ah oui. Et ils l'ont rentré. Et il a fallu longtemps pour se soigner, parce qu'il avait déjà, c'est une époque, il avait 70 ans quand je parle de ça. Ah ouais. Il était plus un jeune premier, mais oui, il était toujours là, quoi, toujours présent. Ce qui veut dire qu'il a été sauvé de cette manière-là. Donc, pour lui, il disait les rouages du destin sont impénétrables, parce qu'il a eu des choses comme ça, il en est arrivé à journée faite, il a vécu que dans le danger. Que dans le danger, des risques de mort, de mourir, il en a eu 100, 1000, il ne sait plus, il ne pouvait plus les compter. Et à un moment donné, il est mort dans son lit, lui, à 95 ou 16 ans, en disant « je meurs et je n'ai rien ». C'est-à-dire, il n'était même pas malade. Il n'était même pas malade, mais il meurt. Et il savait, il le voyait, il se voyait mourir. Donc il sait, et il dit « je meurs et je n'ai rien ». Alors qu'il a passé partout, sous l'eau. Il n'est jamais mort. Il n'est jamais mort, il s'est fait tirer dessus. Comme quoi, le jour de sa mort, c'est vraiment inscrit. Hein, il s'est fait empoisonner par le Négus de l'époque, là, je ne sais plus, c'était à Haïlé Sélassié, ou je ne sais plus lequel. Oui. Il s'est fait empoisonner et il a passé à travers l'histoire. Ils ont voulu le flinguer, il faisait du piano, il était dans sa maison, dans le Harar, là. Et il jouait du piano près de la fenêtre. Il y avait dans une pièce, je ne sais plus si c'était au rez-de-chaussée au premier, j'en sais rien. Et un jour, il y a quelque chose, il savait bien il a toujours été dans une précarité parce qu'il connaît les personnages. Il voit bien qu'il a affaire. Les gens le respectent d'une certaine manière, mais il avait des gens jaloux, des gens qui le craignaient parce qu'il était trop... Justement, il a trop de charisme. Oui, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il a un tel discernement que les gens ne peuvent pas se cacher devant lui. Ah oui. Tu comprends, c'est pas possible. Il les voit comme dans un livre. Il les voit comme dans un livre ouvert. En fait. Voilà, c'est un livre ouvert. Donc il avait des amis à la vie et à la mort, mais il avait aussi des ennemis à la vie et à la mort. Et à un moment donné, il voit dans le fond de son jardin que la haie, il y avait eu quelque chose qui avait été taillé, un petit trou dans la haie qui avait été taillé, où on pouvait voir depuis l'extérieur, on voyait exactement pile dans la chambre où il jouait du piano, là, et on le voyait devant le piano. D'accord. Voilà. Alors, lui, il s'est dit, là... Et puis d'emblée, il lui arrive, il se dit, tiens, là, il y en a un qui va venir, puis qui va le flinguer, là, depuis
Tu vois, ils vont l'ajuster avec une carabine et puis le dégringoler. Autrement, pourquoi tu fais ça? Il y a quelque chose qui joue pas, quoi. Bref. Il a senti ça parce t'as ton ange gardien quand tu es dans un aventurier qui t'avertit des dangers jusqu'au jour où tu dois disparaître toi, tu vois. Autrement, ça joue pas. Alors lui, il a fait un montage, il a inversé parce qu'il avait un grand miroir. Il avait un énorme miroir dans cette piole. Alors il a inversé le piano et le miroir, dans le sens qu'à un moment donné, depuis l'autre côté, tu le voyais toujours jouer du piano, mais en fait ce que tu voyais c'était son reflet dans le miroir. Oui, d'accord. Eh bien, le miroir a explosé. Il a pris une balle, le miroir. D'accord. Tu vois? En fait, c'était un malin. Oh, bon, attends, et si tu veux faire une vie comme ça, il lui a été donné de tout ce qu'il fallait, le flair. C'est comme un chien, quand il veut retrouver quelque chose, il a le nez. Eh bien, je vais te dire, n'importe qui, à un moment donné, il a ce qu'il faut pour vivre la vie qui lui a été réservée par le destin. On ne va pas t'envoyer faire un truc alors que tu n'es pas constitué pour pouvoir le faire. De toute manière, quand tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne tiens pas... Et puis en plus de ça, il faut comprendre que la justice divine, elle n'est pas quelque chose d'approximatif. Si tu as telle destinée, tu as aussi tout ce qui va avec. Ouais. Tu comprends? Tu as la possibilité de pouvoir vivre cette destinée. Mais pourquoi alors on a l'impatience? Mais ça, c'est une maladie. Après, on peut tomber malade. Hein. Ah oui, d'accord. Ça, c'est possible. Alors donc, il faut se soigner. Il faut chercher une solution pour se soigner de son impatience. Au lieu de vouloir absolument la manifester de manière à ce qu'on arrive à ses fins dans cette impatience. C'est-à-dire, on veut ça et on fera tout jusqu'à qu'on l'ait parce qu'on est impatient. Et bien là, donc on ne se soigne pas, on aggrave son cas. Et toi, le fait d'être suisse, tu t'es soigné? Oui, mais moi non, c'est-à-dire que ce qui s'est produit, c'est qu'en Suisse, c'est particulier. En fait, il était français avant, mais il s'est soigné. Si tu veux me chatouiller, je sais me défendre. Je te dis tout de suite, j'ai appris. Par contre, ça peut servir à plusieurs, tu vois, c'est fluctuant, mais moi, quand je suis arrivé en France, déjà il y a longtemps, je me suis fait allumer, donc c'était bon, j'avais toutes les armes pour me défendre aussi. D'ailleurs, on a bien rigolé, tous autant qu'on était. C'est quoi l'histoire? Sauf les chauvins qui ont eu de la peine. Ah oui, les chauvins. Alors, c'est quoi cette histoire avec l'escargot qui te suit là? Ah oui, ça c'est mais les histoires suisses. Oui, c'est à un moment donné deux Suisses qui se promènent, puis d'un coup il y en a un qui se retourne, puis il écrase un escargot, puis son collègue lui dit, mais enfin, qu'est-ce que t'as rien fait cet escargot, je vois pas. Il dit, ouais, mais ça commence à me fatiguer, ça fait 2 heures qu'il nous suit. Voilà, ouais, ça c'est des histoires suisses. Ok, ben écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie de cette petite évocation de l'histoire de Henri de Montfred. Oui, mais c'est une petite anecdote, mais il faut lire Henri de Montfred. D'ailleurs, il a un très bon parler, c'est vrai, c'est un personnage et il en a fait des aventures, mais vraiment... C'est ta fille qui a adoré lire ça. Je veux dire, ma fille, elle s'est éduquée avec ça. Elle l'appelait son frère. Elle a tout relu, rêvé après ça. Ok, ben écoute, je te remercie bien. Ben, écoute, toujours avec plaisir. Et puis à bientôt alors. Oui, à bientôt. Allez, au revoir.